Elle a été rejetée pour être vierge à 35 ans et humiliée par tous. Sans choix, elle a été forcée d'épouser un milliardaire froid et sans âme. Le milliardaire a méprisé la fiancée à l'hôtel sans imaginer son secret. Lors de la première nuit, il a découvert quelque chose qui changerait leur vie à jamais. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Hélène observait son reflet dans le miroir de la coiffeuse ancienne, ses doigts tremblants, légèrement tandis qu'elle ajustait le col montant de sa robe bleu marine. À 35 ans, son visage conservait encore une sérénité presque juvénile, mais ses yeux marrons portèrent le poids d'une vie entière de jugements silencieux. Le Street 2. Téléphone sonna pour la 3e fois ce matin-là, et comme les fois précédentes, elle hésita avant de répondre. Ces derniers jours, les appels anonymes étaient devenus plus fréquents. Toujours cette respiration lourde à l'autre bout de la ligne, suivie d'un silence inquiétant. Cette fois, cependant, ce fut la voix familière et autoritaire de sa mère qui emplit ses oreilles. « Hélène, es-tu prête? Monsieur Auguste Moreau sera au bureau du notaire dans 1 heure. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être en retard. » La voix de Marguerite sonnait plus comme un ordre que comme une question. « Oui, maman. Je suis presque prête, » répondit Hélène, sa voix douce contrastant avec la fermeté maternelle. Tandis qu'elle finissait de se préparer, ses pensées vagabondèrent vers la série d'événements qui l'avaient amenée jusqu'ici. La fortune de la famille s'était dissipée comme de la fumée après des scandales financiers successifs, ne laissant que des dettes et le vieux manoir qu'il parvenait à peine à entretenir. C'est dans ce moment de désespoir qu'Auguste Moreau, le puissant propriétaire de l'une des plus grandes industries pharmaceutiques du pays, était apparu avec sa proposition. Une note anonyme, pliée avec une précision mathématique, était arrivée ce matin-là sous sa porte. C'était la 5e de la semaine. D'une main tremblante, Hélène l'ouvrit. « Tout n'est pas ce qu'il semble être. Il y a des secrets enfouis plus profonds que vous ne l'imaginez. Il est encore temps. » Le son de la sonnette l'arracha à ses pensées. C'était le chauffeur envoyé par son futur mari. Hélène rangea la note avec les autres, dans une petite boîte à musique qu'elle avait héritée de sa grand-mère. Elle se regarda une dernière fois dans le miroir, ajustant la simple robe blanche que sa mère avait portée lors de son propre mariage des décennies auparavant. Sur le trajet jusqu'au bureau du notaire, elle observa par la fenêtre de la voiture les rues animées de la ville. Chaque coin semblait garder un souvenir de sa vie antérieure, une vie qu'elle était sur le point de laisser derrière elle. Le chauffeur, un homme d'âge moyen au visage sérieux, resta silencieux pendant tout le parcours, jetant occasionnellement des regards furtifs dans le rétroviseur. En arrivant au bureau du notaire, Hélène fut accueillie par sa mère, qui commença immédiatement à arranger sa robe et ses cheveux. « Souviens-toi de ce dont nous avons parlé, » chuchota Marguerite. « C'est notre seule chance de sauver la famille. Monsieur Moreau est un homme particulier, mais il t'a choisi pour une raison. » Hélène acquiesça mécaniquement, tandis qu'Elmoa était conduite à l'intérieur du bâtiment. Le long couloir austère semblait interminable, ses murs revêtus de bois sombre amplifiant chaque écho de ses pas. En entrant dans la salle principale, ses yeux rencontrèrent immédiatement ceux d'Auguste Moreau. Grand et imposant dans son costume italien impeccable, Auguste avait une présence qui commandait l'attention. Ses yeux gris, froids comme l'acier, se fixèrent sur elle avec une intensité troublante. À 50 ans, ses tempes grisonnantes et ses traits marqués par des décennies de décisions impitoyables dans les affaires lui conféraient une aura d'autorité incontestable. Le juge les attendait déjà, documents préparés sur son bureau en acajou. Hélène sentit un frisson parcourir son échine lorsqu'Auguste s'approcha, son parfum coûteux se mêlant à quelque chose de plus primitif, presque métallique. Il ne sourit pas, inclinant seulement légèrement la tête en guise de salut. La cérémonie était sur le point de commencer lorsqu'une agitation à la porte attira l'attention de tous. Une femme âgée, élégamment vêtue, fit irruption dans la salle. Ses yeux vifs et déterminés se fixèrent sur Hélène avec une intensité qui la fit reculer d'un pas. « Vous ne pouvez pas faire cela !» s'exclama la dame, sa voix tremblant d'émotion. « Vous ne pouvez pas permettre que l'histoire se répète !» Avant qu'elle ne puisse continuer,
2 agents de sécurité apparurent comme des ombres, l'escortant discrètement vers la sortie. L'avion privé traversait le ciel en direction de Genève, laissant derrière lui la France et tout ce qu'Hélène connaissait. Assise dans le fauteuil en cuir, elle observait les nuages à travers le hublot ovale, tandis qu'Auguste travaillait silencieusement sur son ordinateur portable. Depuis la cérémonie au bureau du notaire, il lui avait à peine adressé quelques mots, comme si sa présence n'était qu'un détail dans une autre de ses transactions commerciales. Les paroles de la mystérieuse dame au bureau du notaire résonnaient encore dans son esprit. Quelle histoire ne devait pas se répéter? La question la tourmentait, tout comme le regard de connaissance et de désespoir que la femme lui avait lancé. Marguerite, sa mère, avait écarté l'incident comme l'œuvre d'une déséquilibrée, mais Hélène percevait qu'il y avait quelque chose de plus profond. Après des heures de vol, l'avion se posa finalement à l'aéroport privé. Une Rolls-Royce noire les attendait sur la piste, et Hélène observa le paysage suisse se déployer pendant le trajet. Des montagnes majestueuses s'élevaient contre le ciel, leurs versants couverts d'une brume mystérieuse qui semblait cacher des secrets centenaires. Le manoir apparut comme une apparition gothique entre les arbres anciens, une construction monumentale du XIXe siècle, avec des tours qui s'élevaient vers les nuages et des fenêtres qui ressemblaient à des yeux vigilants observant chaque mouvement. Hélène sentit un frisson involontaire en franchissant les portails en fer forgé. « Votre domaine sera l'aile sud », informa Auguste, sa voix grave brisant le silence pour la première fois depuis des heures. « L'aile nord est fermée et strictement interdite. Elisabeth, la gouvernante, vous montrera vos appartements. » Une femme d'âge moyen, vêtue d'un uniforme impeccable, attendait à l'entrée. Son visage était un masque d'efficacité professionnelle, mais Hélène remarqua un léger tremblement dans ses mains lorsqu'elle fit une révérence. « S'il vous plaît, Madame Moreau, suivez-moi. » Les couloirs du manoir formaient un labyrinthe de luxe et d'antiquité. Des tapis persans étouffèrent leurs pas, et des portraits d'ancêtres inconnus semblaient la suivre de leurs yeux peints. Elisabeth conduisit Hélène à travers une série de portes jusqu'à une suite somptueuse, décorée dans des tons de bleu et d'argent. « Le dîner sera servi à 8 heures, informa Elisabeth. Monsieur Moreau apprécie la ponctualité. » Avec une nouvelle révérence, la gouvernante se retira, laissant Hélène seule avec ses pensées et une valise encore fermée. En explorant ses nouveaux appartements, Hélène découvrit un dressing déjà garni de vêtements à sa taille exacte. Robes, chaussures, bijoux, tout avait été sélectionné avec une précision inquiétante, comme si quelqu'un connaissait non seulement ses mensurations, mais aussi ses goûts les plus intimes. C'est en ouvrant l'un des tiroirs qu'elle trouva quelque chose qui détonnait dans cette perfection calculée. Une photographie ancienne, jaunie par le temps, avait glissé derrière le tiroir. En la récupérant, Hélène sentit son cœur s'arrêter un instant. L'image montrait une jeune femme des années 1950 et la ressemblance était extraordinaire. Cela aurait pu être elle-même à une autre époque. Retournant la photo d'une main tremblante, elle découvrit un symbole dessiné à la main. Un médaillon circulaire avec des motifs géométriques complexes. En dessous, un nom partiellement effacé, Claire M. Le bruit de pas dans le couloir la fit ranger précipitamment la photographie. Elisabeth revint, apportant une robe bleu pétrole. « Monsieur Moreau demande votre présence pour le dîner. Cette robe, il a particulièrement insisté sur celle-ci. » Pendant qu'elle se préparait, Hélène ne pouvait s'empêcher de penser que chaque élément de ce manoir avait été méticuleusement planifié. Les vêtements dans son dressing, la robe spécifique pour le dîner, même sa présence ici, tout semblait faire partie d'un schéma plus vaste qu'elle ne comprenait pas encore. L'horloge ancienne du manoir sonna 8 fois lorsqu'Hélène descendit pour le dîner. La salle à manger était un spectacle de cristaux et d'argenterie, illuminé par un lustre monumental qui projetait des ombres dansantes sur les murs revêtus de bois noble. Auguste l'attendait déjà, debout près de la cheminée. En la voyant, dans la robe bleue, quelque chose dans son regard changea. Pendant un très bref instant, Hélène vit une émotion brute traverser ses yeux habituellement froids. Ses lèvres bougèrent, comme s'il allait prononcer un nom, mais il se retint. Le dîner se déroulait dans un silence pesant, brisé seulement par le tintement des couverts en argent contre la porcelaine française. Hélène observait discrètement son mari, qui semblait perdu dans des pensées lointaines. La robe bleu pétrole qu'elle portait semblait exercer un effet hypnotique sur lui.
Plusieurs fois, elle le surprit à la regarder avec une expression qui mêlait fascination et trouble. « Claire adorait cette robe », dit-il soudainement. Sa voix rauque, comme si les mots s'étaient échappés contre sa volonté. Immédiatement après avoir prononcé le nom, Auguste pâlit, se levant brusquement de table. « Excusez-moi », murmura-t-il, laissant Hélène seule avec ses doutes grandissants. Claire. Le même nom qui était écrit au dos de la photographie. Hélène sentit son cœur s'accélérer. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. Elle attendit quelques minutes après le départ d'Auguste et décida d'explorer le manoir, profitant de la solitude de la nuit. Les couloirs étaient encore plus intimidants dans l'obscurité, éclairés seulement par la lumière argentée de la lune qui entrait par les hautes fenêtres. Ses pas étaient étouffés par les tapis anciens, tandis qu'elle se dirigeait vers la bibliothèque qu'elle avait entrevue plus tôt. La lourde porte en chêne grinça doucement lorsqu'elle la poussa. L'arôme des livres anciens et du cuir l'enveloppa. Des étagères s'étendaient jusqu'au plafond, abritant des volumes reliés en cuir et or. Un escalier circulaire en fer forgé menait à une mezzanine, où d'autres livres attendaient, gardiens silencieux de secrets. C'est alors qu'elle l'entendit. Des notes de piano mélancoliques et hésitantes, venant de quelque part à proximité. Suivant la musique, Hélène découvrit une porte dissimulée derrière une tapisserie. De l'autre côté, elle trouva une salle de musique dominée par un piano à queue Steinway. Auguste était assis au piano, ses doigts glissant sur les touches avec une délicatesse surprenante. Une bouteille de whisky à moitié vide reposait sur le piano, et elle remarqua qu'il avait considérablement bu. Ses yeux, normalement froids, brillaient maintenant d'une émotion brute qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu te déplaces comme elle », dit-il sans se retourner, percevant sa présence. « Tu respires comme elle, même ton silence est identique au sien. » Ses paroles étaient légèrement traînantes à cause de l'alcool. Hélène rassembla son courage et s'approcha. Qui était Claire? Le nom sembla le frapper comme un coup physique. Ses mains s'arrêtèrent sur les touches, produisant une dissonance qui résonna dans la pièce. « Ma sœur », répondit-il finalement. « Ma sœur jumelle. » La révélation flotta dans l'air comme de la fumée. Hélène sentit ses jambes faiblir et s'appuya sur le piano. Que lui est-il arrivé? Disparu, il y a 30 ans. Auguste se servit un autre verre de whisky, sa main tremblant légèrement. Ou du moins c'est ce qu'on dit. Mais toi, tu es la preuve qu'il y a beaucoup plus dans cette histoire. Moi, qu'ai-je à voir avec ta sœur? Demanda Hélène, bien qu'une peur glaciale commençât à se former dans son estomac, comme si elle connaissait déjà la réponse. Regarde-toi, il rit sans humour. Même taille, même allure, même ton de voix. Même tes gestes, ce n'est pas une coïncidence. Rien dans notre famille n'arrive par hasard. Un tonnerre lointain gronda, faisant trembler les fenêtres. L'orage qui approchait semblait synchronisé avec les révélations à venir. Hélène pensa à la photographie cachée dans sa chambre, aux médaillons dessinés au verso, aux billets anonymes qu'elle avait reçus. Pourquoi m'avoir épousée? Sa voix n'était qu'un murmure. Auguste se leva, chancelant légèrement, et s'approcha d'elle. Ses yeux gris étaient différents maintenant. Il y avait une vulnérabilité que l'alcool avait exposée. « Parce que tu es la clé, Hélène. La clé d'un mystère qui a commencé avant même ta naissance. Un mystère qui a coûté la vie à de nombreuses personnes. » À ce moment, un éclair illumina la pièce, révélant un tableau sur le mur qu'Hélène n'avait pas remarqué auparavant. C'était un portrait de famille, montrant un couple élégant avec 2 adolescents, un garçon et une fille identiques. Les yeux de la jeune fille dans le portrait semblaient suivre Hélène, comme s'il voulait transmettre un message à travers les décennies. « Notre famille a toujours été différente », continua Auguste, sa voix maintenant plus ferme. « Nous avons des secrets qui remontent à des générations, des expériences qui défient la nature elle-même. Claire a découvert quelque chose qu'elle n'aurait pas dû découvrir. Quelque chose sur notre véritable objectif. » Un nouveau tonnerre secoua le manoir, et les lumières vacillèrent momentanément. Hélène sentit un frisson parcourir son échine lorsqu'Auguste saisit son bras, ses doigts pressant avec urgence. « Tu n'es pas qui tu pensais être, Hélène. Ta vie entière a été soigneusement planifiée, chaque détail, chaque choix que tu as cru faire. » L'orage rugissait maintenant à l'extérieur du manoir, ses coups de tonnerre faisant trembler les fenêtres. Hélène se dégagea doucement de l'emprise d'Auguste, son esprit tourbillonnant de questions et de théories.
Les paroles de ce dernier sur sa vie planifiée résonnaient dans sa tête, se mêlant aux souvenirs des billets anonymes. « Que veux-tu » ? « Dire par ma vie a été planifié » demanda-t-elle, gardant ses distances avec son mari. La musique du piano flottait encore dans l'air comme un fantôme mélodique. Auguste tituba jusqu'à un fauteuil en cuir, s'y laissant tomber lourdement. Notre famille, les Moreau, ont toujours été des pionniers en biotechnologie, bien avant que cela ne devienne public. Dans les années 1940 et 1950, mon grand-père menait des expériences secrètes dans un laboratoire souterrain de ce manoir. Hélène s'assit dans un autre fauteuil, ses yeux fixés sur l'homme qui semblait maintenant beaucoup plus vieux et fatigué que quelques heures auparavant. Quel genre d'expérience? Sa manipulation génétique, répondit-il, sa voix basse presque perdue dans le bruit de la pluie. Il croyait pouvoir créer des êtres humains parfaits, exempts de maladies, avec des caractéristiques spécifiques. Claire et moi, nous étions les premiers succès. Un éclair illumina à nouveau la pièce, et Hélène vit des larmes dans les yeux d'Auguste. Une vision si incongrue avec sa froideur habituelle qu'elle en fut déconcertée. Mais quelque chose a mal tourné, poursuivit-il. Claire a commencé, a posé des questions, a enquêté. Elle a trouvé d'anciens documents, des registres des expériences. Elle a découvert que nous n'étions pas les seuls. Il y en avait d'autres, des dizaines d'autres éparpillés à travers le monde. Hélène sentit ses mains trembler et les serra contre sa robe bleue, la même robe que Claire portait. Et que lui est-il arrivé? La nuit de sa disparition, elle a laissé un mot. Elle disait avoir découvert quelque chose de terrible, quelque chose qui changerait tout. Elle promettait d'exposer tous les secrets de la famille. Auguste se servit un autre verre de whisky. Le lendemain matin, elle avait disparu. Sa chambre était intacte, à l'exception d'une chose. Le médaillon que notre mère lui avait donné était brisé en deux sur son lit. Hélène pensa au symbole dessiné au dos de la photographie. Le même médaillon. « Et tu penses qu'elle est toujours en vie ?»« Je ne sais pas, admit-il. Mais je sais que toi, tu n'es pas seulement une ressemblance. Tu es une recréation. »« Parfaite. Ton ADN a été manipulé avant même ta naissance pour répliquer celui de Claire. » La révélation frappa Hélène comme un coup de poing. Ses jambes faiblirent et elle remercia d'être assise. Des fragments de mémoire commencèrent à s'emboîter. Son enfance isolée, les examens médicaux constants, l'insistance de sa mère à la garder pure. Mes parents, ils savaient. Ta mère, oui, elle a été spécifiquement choisie pour t'élever. Quant à ton père, Auguste hésita, une ombre traversant son visage. Il a découvert la vérité par accident. Il enquêtait sur des irrégularités dans les registres hospitaliers quand il a trouvé des documents sur ta véritable origine. Hélène sentit son cœur se serrer. Que lui est-il arrivé? C'était un accident. Du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. Auguste se couvrit le visage de ses mains. J'étais jeune, je suivais les ordres sans poser de questions. Quand on m'a ordonné de l'intimider pour qu'il arrête son enquête, les choses ont échappé à tout contrôle. Le bruit de la pluie s'intensifia, comme si la nature elle-même voulait étouffer les révélations douloureuses. Hélène se leva les jambes chancelantes. Toute sa vie, tous ses choix, même sa pureté si protégée, tout avait été calculé, programmé, comme une expérience scientifique. « Pourquoi me racontes-tu cela maintenant ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Parce que tu dois connaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard, » répondit Auguste, se levant également. « Il y en a d'autres comme toi, Hélène, d'autres copies éparpillées à travers le monde, et quelqu'un est en train de les éliminer, systématiquement et silencieusement, une par une. » Un coup de tonnerre particulièrement fort fit à nouveau vaciller les lumières, plongeant la pièce dans l'obscurité pendant quelques secondes. Lorsque l'éclairage revint, Hélène vit quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué auparavant. Une petite porte camouflée dans le panneau de bois derrière. Le piano. Hélène s'approcha lentement de la porte camouflée, ses doigts traçant les contours presque imperceptibles dans le bois sombre. Auguste resta immobile, l'observant avec un mélange d'appréhension et de résignation sur son visage marqué. « Cette porte mène-t-elle au laboratoire dont tu as parlé ?» demanda-t-elle, sa voix dépassant à peine le bruit de l'orage. « Entre ?»« Autre chose, » répondit-il, s'approchant d'un pas lourd. « C'est l'entrée de l'aile nord, l'endroit que je t'ai interdit. » Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il sortit une clé ancienne de la poche de sa veste.
La serrure tourna avec un clic métallique qui sembla résonner dans la pièce. L'air qui s'échappa par la porte avait une odeur particulière, un mélange de produits chimiques, de vieux papiers et de secrets longtemps gardés. Un escalier en spirale descendait dans l'obscurité. « Es-tu sûr de vouloir voir ?» demanda Auguste, son visage partiellement éclairé par un éclair lointain. Hélène acquiesça, rassemblant tout son courage. Ils descendirent les marches, en silence, le bruit de leurs pas résonnant sur les murs de pierre. Des lumières automatiques s'allumaient au fur et à mesure qu'ils avançaient, révélant un couloir qui semblait tout, droit sorti d'un film de science-fiction. Les murs étaient recouverts de métal brossé, avec des portes numérotées à intervalles réguliers. Chaque porte avait une petite fenêtre en verre et un panneau électronique. À travers l'une d'elles, Hélène aperçut des équipements médicaux recouverts de draps blancs. « C'était le royaume de mon grand-père », expliqua Auguste, sa voix résonnant dans le couloir. « Après lui, mon père a continué les expériences. Et puis, ce fut mon tour. » Ils arrivèrent dans une salle circulaire, plus grande que les autres. Au centre, il y avait une table d'opération ancienne, et sur les murs, des archives métalliques s'étendaient jusqu'au plafond. Sur l'un des murs, un tableau couvert de photographies attira l'attention d'Hélène. C'étaient des dizaines de visages, tous reliés par des lignes rouges tracées à la main. Avec horreur, elle reconnut son propre visage plusieurs fois, ou plutôt des visages identiques aux siens à différents âges et endroits. « Elles sont toutes comme moi. » « Oui, » répondit Auguste, s'approchant du tableau. « Chacune a été créée à un moment différent, à un endroit différent. Toutes partagent l'ADN de Claire. » Il pointa une photo au centre du tableau, la même qu'Hélène avait trouvée dans son tiroir. « Pourquoi ?» Sa voix n'était qu'un murmure. Mon grand-père croyait avoir atteint la perfection avec Claire. Sa combinaison génétique était unique. Intelligence exceptionnelle, santé parfaite, longévité accrue. Mais quand elle a disparu, Auguste fit une pause, passant la main dans ses cheveux grisonnants. Il est devenu obsédé par l'idée de la recréer. Hélène s'approcha du tableau, ses yeux parcourant les visages, ces visages. Certaines des femmes semblaient heureuses, d'autres sérieuses, toutes inconscientes de leur véritable nature. Elle remarqua alors quelque chose de troublant. Plusieurs des photos portaient un X rouge. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, bien qu'elle soupçonnât déjà la réponse. « Ça a commencé il y a environ 1 an, » répondit Auguste, sa voix tendue. « Quelqu'un a commencé à traquer et éliminer systématiquement chacune des répliques. Au début, cela ressemblait à des accidents naturels, des coïncidences, mais ensuite, le schéma est devenu clair. » Hélène sentit un frisson parcourir son échine. « Et tu m'as amené ici pour me protéger ?» Un sourire amer se forma sur les lèvres d'Auguste. « En partie, mais aussi parce que tu es différente des autres. Ton code génétique, il s'est développé d'une manière unique. Tu n'es pas seulement une copie de Claire, tu es une évolution. » À ce moment, un son métallique résonna dans le couloir, comme une porte qu'on ouvrait quelque part au loin. Auguste se mit immédiatement en alerte, ses mains agrippant les bras d'Hélène. « Il ne devrait y avoir personne d'autre ici, » chuchota-t-il, ses yeux balayant la pièce. « Nous devons sortir, maintenant. » Mais avant qu'il ne puisse bouger, les lumières vacillèrent et s'éteignirent, plongeant le laboratoire dans une obscurité totale. Le bruit de pas qui s'approchaient résonnait dans les couloirs métalliques, de plus en plus proches. Dans l'obscurité du laboratoire souterrain, Hélène sentit Auguste la tirer derrière l'une des grandes archives métalliques. Leur cœur battait la chamade, tandis que les pas se rapprochaient de plus en plus. La seule lumière provenait des éclairs occasionnels qui pénétraient par de petites fenêtres en hauteur. « Il y a une sortie de secours au bout du couloir », chuchota Auguste à son oreille. « Quand je te donnerai le signal, cours jusque-là et ne te retourne pas. » Avant qu'Hélène ne puisse répondre, une lumière de lampe torche trancha l'obscurité. Les pas s'arrêtèrent à l'entrée de la salle circulaire et une voix féminine et familière rompit le silence. « Vous pouvez sortir, je ne suis pas venu pour vous faire du mal. » Hélène reconnut instantanément la voix. C'était Elisabeth, la gouvernante. Auguste sembla se détendre légèrement à côté d'elle, mais conserva sa posture défensive. « Elisabeth » appela-t-il sans quitter leur cachette. « Que faites-vous ici ?» La gouvernante s'avança vers le centre de la pièce, sa lampe éclairant le tableau avec les photographies. Son visage normalement impassible
était marquée par une détermination de fer. « C'est fini, monsieur Moreau, dit-elle, sa voix ferme. Je ne peux plus garder le silence. Votre épouse doit connaître toute la vérité. » Lentement, Auguste et Hélène sortirent de derrière l'archive. Élisabeth les observait avec une expression qui mêlait tristesse et résolution. Sous la lumière de la lampe, Hélène remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais perçu auparavant. Une série de petites cicatrices, presque imperceptibles le long du cou de la gouvernante. « Vous aussi ?» commença Hélène, comprenant, soudainement. « Oui », confirma Élisabeth, abaissant légèrement le col de son uniforme pour révéler davantage de cicatrices. « J'étais l'une des premières, avant. Même Claire, les expériences du vieux docteur Moreau n'étaient pas toujours réussies. » Auguste fit un pas en avant, son expression devenant un masque de choc. « Vous n'avez jamais rien dit, toutes ces années, et qu'aurais-je pu dire ?» répondit Élisabeth avec un sourire triste. « Vous m'avez donné un toit, un travail, une identité, mais les modifications génétiques ont leur prix. Mon corps est en train de faillir, monsieur Moreau. Les médecins disent que je n'ai plus beaucoup de temps. » Hélène sentit des larmes se former dans ses yeux. « C'est pour ça que vous nous aidez maintenant ?»« J'aide parce que je ne peux pas permettre que d'autres vies soient détruites. » Élisabeth s'approcha du tableau, sa lampe éclairant les visages marqués d'un X. Chacune de ces femmes avait une vie, des rêves, des personnes qu'elles aimaient. Et toutes ont été sacrifiées au nom d'une obsession. Un coup de tonnerre particulièrement fort fit vibrer les murs du laboratoire. Élisabeth se tourna vers Hélène, ses yeux brillants d'urgence. « Claire n'a pas disparu, » révéla-t-elle, sa voix basse mais claire. « Elle s'est enfuie parce qu'elle a découvert quelque chose d'encore pire que les expériences génétiques. Quelque chose qui impliquait un projet beaucoup plus grand, avec des ramifications internationales. » Auguste chancela comme s'il avait reçu un coup. « Comment savez-vous cela ?»« Parce que je l'ai aidé à s'enfuir, » répondit Élisabeth. « Et maintenant je dois aider Hélène, avant qu'il ne soit trop tard. Les personnes derrière les éliminations, elles ne sont pas qui vous pensez, monsieur Moreau. L'ennemi est beaucoup plus proche que vous ne l'imaginez. » À ce moment, les lumières du laboratoire revinrent soudainement, révélant la salle dans tous ses détails sinistres. Élisabeth sortit rapidement quelque chose de la poche de son uniforme, un petit médaillon identique à celui de la photographie. « Claire m'a laissé ceci avant de partir, » dit-elle, remettant l'objet à Hélène. « Elle m'a dit qu'un jour, quand je trouverai quelqu'un digne de confiance, je devrais le transmettre. Le médaillon est une clé, Hélène, une clé pour un coffre qui contient toute la vérité. » Hélène tenait le médaillon dans ses mains, sentant son poids et les détails complexes de sa surface. Élisabeth et Auguste l'observaient en silence, tandis que l'orage continuait de rugir dehors. Les motifs géométriques gravés dans le métal semblaient former une sorte de code. « Où se trouve ce coffre ?» demanda Hélène, ses yeux toujours fixés sur le médaillon. « Dans le bureau principal de l'aile nord, » répondit Élisabeth, se dirigeant vers la porte. « Mais nous devons nous dépêcher. Nous ne sommes pas les seuls à connaître son existence. » Ils suivirent la gouvernante à travers les couloirs métalliques, remontant l'escalier en spirale. Élisabeth les guida par une série de passages qu'Hélène ne connaissait pas, certains cachés derrière des panneaux dans les murs, d'autres déguisés en simples armoires. « Le manoir a été construit comme une forteresse de secrets, » expliqua Élisabeth tandis qu'ils marchaient. Chaque couloir, chaque porte a un objectif. Le vieux docteur Moreau était paranoïaque concernant la sécurité. Ils arrivèrent finalement devant une porte double en chêne massif, richement sculptée, avec les mêmes motifs géométriques que le médaillon. Le bureau était une pièce imposante, avec des étagères de livres du sol au plafond et un énorme bureau ancien au centre. « Le coffre est derrière ce portrait », indiqua Élisabeth, pointant vers une peinture à l'huile qui montrait un homme, austère aux yeux pénétrants, le grand-père d'Auguste. Hélène s'approcha du tableau, remarquant comment les yeux de la peinture semblaient la suivre. À côté du cadre doré, il y avait un petit renfoncement circulaire, de la taille exacte du médaillon. « Avant que nous l'ouvrions, » interrompit Auguste, sa voix tendue, « je dois vous faire comprendre une chose. Quoi qu'il y ait dans ce coffre, cela peut tout changer. Des personnes puissantes sont impliquées dans cette histoire, des personnes qui n'hésiteraient pas à faire n'importe quoi pour garder leur secret. » Élisabeth acquiesça gravement. « C'est pourquoi Claire s'est enfuie. Elle a découvert que
Les expériences génétiques n'étaient que la surface. Il y avait un plan plus vaste, quelque chose qui impliquait des gouvernements, des entreprises. Et ma mère, demanda soudainement Hélène, quel est son rôle dans tout cela? Un silence pesant tomba sur la pièce. Ce fut Élisabeth qui répondit finalement. Marguerite n'est pas seulement ta mère, Hélène. Elle est l'une des principales scientifiques du projet. C'est elle qui a perfectionné le processus de réplication génétique après la disparition de Claire. La révélation frappa Hélène comme un coup physique. Sa propre mère, la femme qui l'avait élevée, qui avait contrôlé chaque aspect de sa vie, était l'une des architectes de son existence artificielle. D'une main, tremblante, Hélène plaça le médaillon dans le renfoncement. Il y eut un léger clic et le portrait glissa sur le côté, révélant un coffre-fort numérique moderne, contrastant avec la décoration ancienne de la pièce. Le médaillon contient une puce, expliqua Élisabeth. Le code d'accès est gravé dans ton ADN. Hélène passa les doigts sur la surface du coffre et un scanner biométrique s'illumina en vert. La lourde porte s'ouvrit avec un sifflement, révélant son contenu. Une série de journaux reliés. En cuir, des dispositifs de stockage numérique et au centre, une boîte en métal scellée. Quand Hélène prit la boîte, ses mains tremblaient. Sur le couvercle, il y avait un message gravé. « Pour mon autre moi, quand tu seras prête pour la vérité. » Claire. À ce moment, un bruit de verre brisé résonna quelque part dans le manoir. Élisabeth se déplaça rapidement vers la porte, regardant dans le couloir. « Nous avons de la compagnie, » chuchota-t-elle. « Nous devons faire vite. » Hélène ouvrit la boîte, y trouvant une clé USB et une lettre manuscrite. Ses yeux parcoururent les premières lignes. « Si tu lis ceci, cela signifie que tu es comme moi, une vie créée en laboratoire, mais avec une âme propre. Ce que tu es sur le point de découvrir va au-delà de ta propre existence. Il s'agit d'un projet appelé Genèse, un plan pour recréer l'humanité. » Le bruit de pas s'approchait dans le couloir, tandis qu'Hélène continuait à lire avidement la lettre. Élisabeth montait la garde à la porte, pendant qu'Auguste collectait rapidement les journaux et les dispositifs du coffre, les rangeant dans un porte-documents en cuir. « Projet Genèse », murmura Hélène, sa voix tremblant en lisant davantage la lettre. Un plan pour créer une nouvelle race humaine, génétiquement perfectionnée. Claire a découvert que nous n'étions pas seulement des expériences isolées. Nous étions des prototypes pour quelque chose de bien plus grand. « Nous devons bouger », pressa Élisabeth, fermant silencieusement la porte. Ils approchent. Hélène continua à lire à voix haute, ces mots précipités. L'ADN que nous partageons n'a pas seulement été manipulé pour la perfection physique et intellectuelle. Nous avons été conçus pour être les réceptacles d'une technologie encore plus avancée, une forme de conscience collective, un réseau neural biologique capable de connecter des esprits humains. Auguste se figea au milieu de son mouvement, les yeux écarquillés. Alors c'était ça que mon père essayait de me dire avant son accident. Il a découvert que le projet avait évolué au-delà du contrôle de la famille. Un grondement distant fit trembler les étagères de livres. Élisabeth se déplaça rapidement vers une bibliothèque spécifique, tirant un livre qui s'avéra être un levier. Un panneau secret s'ouvrit dans le mur. « Par ici, » chuchota-t-elle. « Ce tunnel mène à une sortie dans les jardins. Nous devons vous faire sortir du manoir. » Tandis qu'ils se dirigeaient vers le tunnel, Hélène continuait à lire à la faible lumière de son téléphone portable. Mais il y a quelque chose de plus troublant encore. Certaines d'entre nous ont développé des capacités inattendues, une sorte de connexion psychique avec d'autres répliques. C'est ainsi que j'ai découvert la vérité sur le projet. Et c'est pourquoi ils ont tant peur de nous. Le tunnel était étroit et humide, avec des murs de pierre qui goûtaient de l'eau de l'orage qui continuait dehors. Élisabeth menait le chemin. Son expérience de longues années dans le manoir évidente dans chacun de ses mouvements précis. « Les billets anonymes », dit soudainement Hélène, une compréhension subite la frappant. « Les appels téléphoniques ?» Silencieux. « C'était vous qui essayiez de me prévenir ?» Élisabeth secoua la tête. « Non, je crois que c'était Claire elle-même. Certaines d'entre vous ont développé une connexion spéciale, comme elle le mentionne dans la lettre. Tu as dû le sentir aussi. Des rêves étranges, des intuitions inexplicables. » Hélène acquiesça lentement.
se souvenant des rêves récurrents qu'elle faisait depuis l'enfance. Des rêves avec des lieux qu'elle n'avait jamais visités, avec une femme qui semblait être elle-même, mais ne l'était pas. Le tunnel commença à monter légèrement, et un air plus frais indiquait qu'ils approchèrent de la sortie. Elisabeth s'arrêta brusquement, levant la main en signe de silence. Au-dessus d'eux, ils pouvaient entendre le bruit de véhicules qui arrivaient. « Des agents du consortium », chuchota-t-elle, « l'organisation internationale qui contrôle le projet Genèse. Nous devons être extrêmement prudents maintenant. Où allons-nous » demanda Hélène, serrant la lettre et la clé USB contre sa poitrine. « Il y a un endroit sûr », répondit Elisabeth. « Un réseau de personnes qui travaillent secrètement pour exposer la vérité sur le projet. Claire a aidé à construire ce réseau avant de disparaître. Et maintenant, Hélène, tu es notre plus grand espoir de terminer ce qu'elle a commencé. » Auguste, qui était resté silencieux, parla enfin. « Vous saviez tout cela depuis le début, pourquoi ne m'avoir jamais rien dit ?» Le regard d'Elisabeth était un mélange de compassion et de tristesse. « Parce que vous faites aussi partie de l'expérience, Monsieur Moreau. Tout comme votre sœur, vous avez été génétiquement modifié. Mais contrairement à elle, vous avez été programmé pour être loyal au projet. C'est pourquoi vous avez toujours suivi les ordres sans poser de questions jusqu'à maintenant. » Le tunnel débouchait sur une petite construction en pierre camouflée parmi les arbres du jardin. La pluie continuait à tomber impitoyablement, transformant le terrain en un bourbier glissant. Elisabeth guida Hélène et Auguste à travers. L'obscurité, leur pas prudent sur la terre détrempée. « Il y a une voiture qui nous attend au-delà des portails secondaires », chuchota Elisabeth, sa voix presque perdue dans le bruit de la tempête. « Nous devons éviter les caméras de sécurité. » Tandis qu'ils se déplaçaient entre les ombres des arbres centenaires, Hélène essayait de traiter toutes les découvertes qu'elle venait de faire. Sa vie entière avait été une construction élaborée, une expérience scientifique déguisée, en existence normale, et sa mère, Marguerite, était au centre de tout cela. « Les autres comme moi, » chuchota Hélène à Elisabeth, « savez-vous où elles se trouvent ?»« Certaines, » répondit la gouvernante, s'arrêtant pour vérifier le chemin. Claire tenait un registre détaillé. Elle a réussi à contacter plusieurs d'entre elles avant de disparaître. Certaines ont accepté la vérité et ont rejoint la résistance. D'autres ont préféré continuer à vivre leur vie, ignorant leur véritable nature. Un phare traversa l'obscurité, au loin, illuminant momentanément le côté du manoir. Le groupe s'accroupit derrière un ensemble d'arbustes, observant tandis que d'autres voitures arrivaient à l'entrée principale. « Le consortium mobilise des forces considérables, » observa Auguste, sa voix tendue. « Ils ont dû surveiller l'ouverture. » Du coffre. Elisabeth acquiesça. Les systèmes de sécurité du manoir sont plus complexes qu'ils n'y paraissent. Chaque mouvement est enregistré, chaque porte ouverte déclenche une alerte silencieuse. Hélène ressentit quelque chose d'étrange, une sensation de fourmillement à la base du crâne, suivie d'un flash d'images qui n'étaient pas les siennes. Un couloir blanc, une salle avec des équipements médicaux, une femme identique à elle connectée à d'étranges machines. « Ça recommence », murmura-t-elle, portant la main à sa tête. « Ces visions, ce sont ses souvenirs, n'est-ce pas ?» La connexion psychique que Claire a mentionnée, confirma Elisabeth. Certaines d'entre vous ont développé cette capacité à partager des souvenirs et des sensations. C'est pourquoi le consortium est si déterminé à te trouver. Tu pourrais être la clé pour localiser Claire. Un coup de tonnerre assourdissant secoua l'air, et pendant un moment, Hélène vit plus clairement un laboratoire secret quelque part dans les montagnes, des équipements sophistiqués, et Claire, plus âgée, mais toujours identique à elle, y travaillant sans relâche sur quelque chose d'important. « Elle est vivante, » dit Hélène avec certitude, et elle essaie d'inverser quelque chose, un aspect du projet qui a mal tourné. Auguste la regarda avec un mélange de fascination et d'inquiétude. « Comment peux-tu en être sûre ? Parce que je peux le sentir, » répondit Hélène, sa voix ferme malgré la peur. « C'est comme si une partie d'elle vivait en moi, comme si nous partagions non seulement l'ADN, mais aussi des fragments de conscience. » Ils arrivèrent finalement au portail secondaire, où une voiture discrète attendait, moteur en marche. Le conducteur, un homme d'âge moyen aux traits sérieux, fit un bref signe de tête à Elisabeth. « Voici Marc », présenta la gouvernante. « Il travaille pour le réseau de résistance depuis des années. Il va vous conduire à un endroit sûr. » Avant qu'il ne puisse se diriger vers la voiture,
Hélène ressentit une autre vague de sensations étranges. Cette fois, elles étaient plus intenses, plus urgentes. Images d'un laboratoire en flammes, de documents en cours de destruction et une séquence de nombres qui se répétait comme un mantra dans son esprit. « Attendez », dit-elle, prenant un morceau de papier dans sa poche et notant rapidement les chiffres. « Est-ce que cela signifie quelque chose pour vous ?» Elisabeth examina la séquence, ses yeux s'écarquillant en signe de reconnaissance. Ce sont des coordonnées et une date. Claire nous dit où et quand la retrouver. Les phares des voitures du consortium commençaient à balayer les jardins du manoir, créant un jeu mortel d'ombre et de lumière. Hélène, Auguste et Elisabeth se hâtèrent vers le véhicule où Marc attendait, la pluie tombant toujours impitoyablement sur eux. Les coordonnées indiquent un lieu dans les Alpes. « Suisse », expliqua Elisabeth, tandis qu'ils montaient dans la voiture. Une ancienne clinique privée officiellement abandonnée depuis des années. Marc démarra silencieusement, manœuvrant avec expertise sur les routes secondaires boueuses. Hélène, assise sur la banquette, sa arrière à côté d'Auguste, continuait à recevoir des flashs de souvenirs et de sensations qui n'étaient pas les siens. « Il y a plus », dit-elle, fermant les yeux pour se concentrer sur les images. « Claire n'est pas seule. Il y en a d'autres comme nous. Elles travaillent ensemble sur quelque chose d'important. »« L'antidote », murmura Elisabeth, se retournant sur le siège passager pour leur faire face. Claire a découvert que le projet Genèse avait une faille fondamentale. Les modifications génétiques qui nous ont rendues parfaites nous ont aussi rendues vulnérables à quelque chose. Auguste se pencha en avant, son expression tendue. Quel genre de faille? Les connexions psychiques n'étaient pas un effet. Secondaire inattendu, poursuivit Elisabeth, sa voix basse et urgente. Elle faisait partie du plan original. Le consortium voulait créer un réseau neural biologique, des êtres humains capables de partager une conscience. Mais quelque chose a mal tourné. Hélène sentit un frisson parcourir son échine lorsqu'une autre vague de souvenirs la frappa. Les premières, comme nous ont commencé à présenter des signes de détérioration neurale. Le partage de conscience consommait littéralement leur cerveau. Exactement, confirma Elisabeth. Claire a découvert cela avant que les symptômes ne se manifestent dans les générations suivantes. Elle ne s'est pas enfuie seulement pour se protéger, mais pour trouver un remède. La voiture suivait la route sinueuse, laissant le manoir derrière elle. À travers la vitre arrière, Hélène pouvait voir les lumières des véhicules du consortium se répandre sur les terrains de la propriété comme des fourmis lumineuses. « Pourquoi ma mère participerait-elle à quelque chose comme ça ?» demanda Hélène, sa voix émue. « Comment a-t-elle pu m'élever en sachant ce que j'étais, ce qui pourrait m'arriver ?»« Marguerite croit sincèrement qu'elle aide à l'évolution de l'humanité, » répondit doucement Elisabeth. Elle voit les pertes comme un prix nécessaire à payer pour le progrès, mais Claire a vu la vérité derrière le projet. « Et quelle est cette vérité ?» demanda Auguste. « Le consortium ne s'intéresse pas à l'évolution ou au progrès, » dit Elisabeth. « Ils veulent le contrôle. Imagine un monde où les gens peuvent être génétiquement programmés non seulement dans leurs caractéristiques physiques, mais aussi dans leurs propres pensées et souvenirs. Une humanité connectée dans un unique réseau neural contrôlé par ceux qui détiennent le pouvoir sur le projet. » Hélène sentit sa tête pulser avec une nouvelle vague d'images. Des laboratoires secrets éparpillés dans le monde, des enfants génétiquement modifiés, un réseau invisible de contrôle se répandant silencieusement dans la société. « Mais il y a de l'espoir, » continua Elisabeth. Claire et les autres travaillent non seulement sur un antidote à la détérioration neurale, mais aussi sur un moyen d'inverser les modifications génétiques qui nous rendent vulnérables au contrôle du consortium. Marc, qui était resté silencieux jusque-là, parla pour la première fois. « Nous avons une autre voiture qui nous suit, feu de croisement, gardant une distance constante. » La voiture serpentait sur les routes sombres et mouillées, tandis que la pluie continuait de tomber impitoyablement. Marc gardait le contrôle du véhicule avec une précision professionnelle, ses yeux vérifiant constamment le rétroviseur. « Nous devons les semer, » dit Elisabeth, son visage partiellement éclairé par les éclairs occasionnels. « Marc, prenez. » C'est la route secondaire après le prochain virage. Hélène ferma les yeux, essayant de se concentrer sur les sensations et les souvenirs qui continuaient à affluer dans son esprit. Les images étaient de plus en plus claires maintenant, comme si la proximité du danger intensifiait sa connexion avec Claire.
Elle essaie de nous dire quelque chose, murmura Hélène, pressant ses tempes. Je vois un chalet, ancien, isolé. Il y a un symbole gravé sur la porte, le même que celui du médaillon. Élisabeth se retourna brusquement. Le chalet d'Henri, Claire a dû y laisser quelque chose. Henri ? Questionna Auguste, sa voix tendue. Henri Muller, expliqua Élisabeth. C'était l'un des scientifiques originaux du projet, mais il a commencé à remettre en question les méthodes du consortium. Il a aidé Claire à s'enfuir, et il a payé de sa vie pour cela. La voiture fit un virage serré, s'engageant sur une route de terre presque invisible entre les arbres. Les phares du véhicule qui les suivait disparurent momentanément de vue. Le chalet est à environ 20 minutes d'ici, continua Élisabeth. Si nous parvenons à semer nos poursuivants, nous pouvons... Ces paroles furent interrompues par une soudaine clarté de phare devant eux. Un autre véhicule surgit sur leur chemin, bloquant l'étroite route. « Piège !» s'exclama Marc, tournant brusquement le volant. La voiture dérapa dans la boue, mais Marc garda le contrôle, manœuvrant habilement entre les arbres. Des branches frappaient contre les vitres, tandis qu'ils avançaient sur le terrain irrégulier, créant pratiquement leur propre route à travers la forêt. Hélène sentit une autre vague de souvenirs la frapper, plus intense, plus urgent. Elle vit Claire des années auparavant, parcourant ce même chemin, fuyant ces mêmes poursuivants, mais il y avait quelque chose de plus. « Il y a un passage », s'exclama-t-elle soudainement. Claire, elle connaissait une route alternative à travers un tunnel ancien utilisé pendant la guerre. Élisabeth écarquilla les yeux en signe de reconnaissance. Bien sûr, les tunnels des contrebandiers. Ils traversent toute cette région, reliant divers points des montagnes. Marc acquiesça, comprenant. Où ? Hélène ferma à nouveau les yeux, laissant les souvenirs de Claire la guider. Il y a une formation rocheuse. On dirait un aigle aux ailes déployées. Le tunnel est caché derrière une cascade asséchée. La voiture continuait à avancer dans la forêt, les phares des poursuivants maintenant à nouveau visibles à travers les arbres, se multipliant comme des yeux prédateurs dans l'obscurité. « Là !» cria Élisabeth, pointant vers une formation rocheuse qui commençait à se matérialiser à travers la pluie. Marc dirigea le véhicule dans cette direction, les roues luttant contre la boue et les pierres. Le bruit des moteurs des poursuivants se rapprochait de plus en plus. C'est alors qu'Hélène ressentit quelque chose de différent. Non pas un souvenir de Claire, mais une présence. C'était comme si quelqu'un essayait de l'atteindre, non? Pas à travers des souvenirs, mais dans le présent. « Il y a quelqu'un », chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « Quelqu'un comme moi, tout près. Elle essaie de nous aider. » Comme pour répondre à ces paroles, une série d'explosions illumina la nuit derrière eux. Des arbres tombèrent, bloquant le chemin de leur pas. Poursuivant. « Nous ne sommes pas seuls, » dit Élisabeth, un petit sourire se formant sur ses lèvres. La résistance est plus grande que le consortium ne l'imagine. Le tunnel était étroit et humide, ses parois rocheuses couvertes de mousse phosphorescente qui émettait une faible luminescence verdâtre. Marc avait réussi à cacher la voiture entre les arbres denses, et maintenant le groupe avançait à pied, guidé par la lumière de lampes improvisées. « Ces tunnels sont utilisés depuis des siècles », expliqua Élisabeth, tandis qu'ils marchaient. « D'abord par les contrebandiers, puis par la résistance pendant la guerre, et maintenant, maintenant ils servent à un nouveau type de résistance. » Hélène marchait aux côtés d'Auguste, qui restait étrangement silencieux depuis qu'ils étaient entrés dans le tunnel. Elle pouvait sentir la lutte intérieure qu'il menait, ses programmations génétiques se battant contre sa conscience nouvellement éveillée. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement. « C'est comme se réveiller d'un très long rêve, » répondit-il, sa voix rauque. « Toute ma vie, j'ai pensé prendre mes propres décisions, mais maintenant je réalise que chaque choix a été soigneusement programmé. » Une nouvelle présence toucha l'esprit d'Hélène, différente des souvenirs de Claire, plus proche, plus immédiate. « Elle est ici, » chuchota-t-elle. « La personne qui nous a aidés dehors, elle nous attend. » Le tunnel commença à monter, légèrement, et bientôt ils arrivèrent à une ouverture naturelle dans la roche. Une échelle en fer, ancienne mais bien conservée, menait à la surface. Lorsqu'ils émergèrent, la pluie avait diminué en une bruine légère, et la lune apparaissait occasionnellement entre les nuages.
Le chalet d'Henri se dressait quelques mètres plus loin, une construction rustique en bois et pierre qui semblait faire partie de la montagne elle-même. Et sur la véranda, une silhouette les attendait. « Sophie » dit Elisabeth, sa voix chargée de reconnaissance et de soulagement. La femme sur la véranda était identique à Hélène, une autre des répliques de Claire. Mais il y avait quelque chose de différent en elle, une aura de force et de connaissance qui la distinguait. « Bienvenue » dit Sophie, son sourire gentil contrastant avec l'intensité de ses yeux. « Claire nous a prévenu que vous viendriez. » Hélène ressentit une vague d'émotion, pas seulement la sienne, mais partagée avec Sophie. C'était comme regarder dans un miroir qui reflétait non seulement son apparence, mais sa propre essence. « Tu peux communiquer directement avec Claire ?» demanda Hélène, montant les marches de la véranda. « Pas exactement, » répondit Sophie. « C'est plus comme un réseau. Nous toutes, celles qui ont survécu, sommes connectées d'une façon ou d'une autre, certaines plus fortement que d'autres. Toi, Hélène, tu as une connexion spéciale. » Ils entrèrent dans le chalet, qui s'avéra étonnamment bien équipé à l'intérieur. Un laboratoire improvisé occupait l'une des pièces avec des équipements modernes camouflés dans des meubles rustiques. « Henri était brillant », expliqua Sophie, remarquant le regard surpris d'Hélène. « Il a transformé ce chalet en une station de recherche secrète. C'est ici que Claire a commencé son travail sur l'antidote. Et c'est ici qu'elle a découvert la vérité sur le projet Genèse », compléta Elisabeth. Sophie acquiesça, se dirigeant vers une étagère apparemment ordinaire. D'un mouvement précis, elle activa un mécanisme caché, révélant un compartiment secret. Elle en sortit un vieux dossier et un ordinateur portable moderne. « Ce que Claire a découvert va bien au-delà des modifications génétiques », dit Sophie, son visage sérieux. « Le consortium ne crée pas seulement des humains perfectionnés. Ils essaient de créer une nouvelle espèce, une humanité connectée en réseau, contrôlable, programmable. Et nous, les répliques, ne sommes que le début. » L'intérieur du chalet était réchauffé par une cheminée ancienne, dont les flammes projetaient des ombres dansantes sur les murs en bois. Sophie ouvrit l'ordinateur portable et commença à montrer une série de documents et d'images qui faisaient partie des recherches de Claire. « Le projet Genèse a commencé bien avant ce que nous imaginions », expliqua Sophie, ses doigts glissant habilement sur le clavier. Les premières expériences n'ont pas été réalisées par le grand-père d'Auguste, mais par un groupe secret de scientifiques pendant la Seconde Guerre mondiale. Hélène se pencha pour mieux voir l'écran qui montrait d'anciennes photographies d'un laboratoire souterrain. Ces symboles sont les mêmes que ceux du médaillon. Exactement, confirma Sophie. Le médaillon n'est pas seulement une clé, c'est un registre. Les motifs géométriques sont en réalité un code génétique compressé, gravé dans le métal lui-même. Auguste, qui examinait les documents du dossier, pâlit soudainement. Ces noms, certains sont des membres du conseil d'administration actuel de mon entreprise. Le consortium a des racines profondes, dit Elisabeth, s'approchant de la table. Ils se sont infiltrés dans les gouvernements, les entreprises, les institutions scientifiques. Leur plan est bien plus vaste que la simple création d'humains, génétiquement modifiés. Sophie ouvrit un autre fichier sur l'ordinateur, une vidéo. L'enregistrement montrait Claire, quelques années plus âgée que sur la photographie qu'Hélène avait trouvée, travaillant dans un laboratoire moderne. Cet enregistrement a été fait il y a 6 mois, expliqua Sophie. Claire a découvert que le consortium est sur le point d'initier la phase finale du projet. Ils ont développé un moyen d'activer les modifications génétiques chez des personnes apparemment normales, les transformant en partie du réseau neural. « Comment ça ?» demanda Hélène, sentant un frisson parcourir son échine. « Par l'eau » répondit Sophie. « Ils ont développé un composé qui, une fois introduit dans le système d'approvisionnement en eau, peut subtilement altérer l'ADN des personnes porteuses de certains marqueurs génétiques. C'est un changement graduel, presque imperceptible. » « Mon entreprise » murmura Auguste, comprenant. « Les acquisitions récentes de stations de traitement d'eau dans plusieurs villes importantes ne sont pas simplement des investissements commerciaux, compléta Elisabeth. Elles font partie du plan. » Hélène sentit une autre vague de souvenirs envahir son esprit, cette fois plus clair, plus urgent. Elle vit Claire travaillant sans relâche sur une formule, une séquence de nombres et de symboles qui semblait danser devant ses yeux.
L'antidote, dit-elle, prenant un papier et commençant à écrire frénétiquement. Claire partage la formule avec moi. C'est comme si elle guidait ma main. Sophie observait avec intensité pendant qu'Hélène écrivait. La connexion entre vous deux est exceptionnellement forte. Claire devait l'avoir prévu. Elle devait savoir que tu serais capable de recevoir les informations de cette façon. Quand Hélène termina d'écrire, la formule couvrait plusieurs pages. Sophie les examina d'un œil expert, acquiesçant lentement. « C'est révolutionnaire », dit-elle. « Ce n'est pas seulement un antidote à la détérioration neurale. C'est un moyen de complètement inverser les modifications génétiques tout en conservant uniquement les améliorations bénéfiques. » « Mais pourquoi Claire ne livre-t-elle pas cela en personne ?» demanda Auguste. « Pourquoi tout ce système de messages et de souvenirs partagés ?»« Parce qu'elle a découvert autre chose, » répondit Sophie, son visage prenant une expression grave. Quelque chose qui l'a forcée à rester cachée. Dans les archives les plus anciennes du projet, elle a trouvé des preuves d'un plan encore plus sinistre. Quelque chose qui va au-delà du contrôle mental collectif. Le groupe était réuni autour de la vieille table, examinant les documents que Sophie avait étalés. L'ordinateur portable montrait une série d'emails codés que Claire avait interceptés, révélant un réseau de communication entre les membres du consortium dispersés à travers le monde. Le plan final du consortium n'est pas seulement de contrôler les esprits des gens, expliqua Sophie, pointant vers un diagramme complexe. Ils veulent créer une nouvelle forme de conscience collective, une entité unique formée par la fusion de milliers d'esprits connectés. Hélène sentit son estomac se retourner en comprenant les implications. Ils veulent transformer l'humanité en une sorte de ruche mentale. Exactement, confirma Sophie. Et nous, les répliques, sommes le test final. Notre capacité à partager des souvenirs et des sensations est un prototype de ce qu'ils prévoient de mettre en œuvre à grande échelle. Auguste, qui examinait des documents financiers, releva soudainement la tête. Ces investissements, mon entreprise n'achète pas seulement des stations de traitement d'eau, nous acquérons des entreprises de télécommunications, des fabricants de dispositifs électroniques, l'infrastructure nécessaire pour le contrôle global, compléta Elisabeth. Le composé dans l'eau n'est que la première étape. Une fois que l'ADN des gens est modifié, des signaux spécifiques transmis par les réseaux de communication peuvent activer et contrôler la connexion mentale. Hélène ferma les yeux, essayant d'organiser le flux constant de souvenirs et de sensations qu'elle recevait. Claire nous montre davantage. Je vois un laboratoire différent, plus grand que celui-ci. Il y a d'autres personnes là-bas, d'autres comme nous travaillant sur quelque chose. Sophie acquiesça. C'est le centre de recherche principal de la résistance. Claire a réuni un groupe de répliques qui ont développé une immunité à la détérioration neurale. Ensemble, elles perfectionnent l'antidote et développent un moyen de neutraliser le plan du consortium. Un bruit soudain à l'extérieur du chalet fit tout le monde se figer. Elisabeth se déplaça silencieusement jusqu'à la fenêtre, regardant à travers les rideaux. « Nous avons de la compagnie », chuchota-t-elle. « 2 véhicules viennent de s'arrêter au bout du sentier. » Sophie commença rapidement à collecter les documents les plus importants. « Nous devons bouger. Il y a une autre sortie par la cave, un tunnel qui mène à un abri sûr dans les montagnes. » Tandis que le groupe s'empressait de recueillir le matériel vital, Hélène sentit une nouvelle présence toucher son esprit. C'était différent. Des souvenirs de Claire, plus proches, plus immédiats. « Attendez, » dit-elle, sa voix tendue. « Il y a quelqu'un comme nous qui approche, mais c'est différent, hostile. » Sophie pâlit. Catherine. Elle est l'une des premières répliques, mais elle a choisi de rester du côté du consortium. Sa connexion mentale est incroyablement forte. Elle peut localiser d'autres comme nous. « Comment pouvons-nous nous défendre ?» demanda Hélène, sentant la présence hostile se rapprocher de plus en plus. « Concentre-toi » instruisit Sophie, tenant les mains d'Hélène. « Ensemble, nous pouvons créer une sorte de bouclier mental. Catherine est forte, mais seule. Nous avons le pouvoir de la véritable connexion, de la résistance unie. » Hélène et Sophie restèrent les mains jointes au centre du chalet, tandis qu'Elisabeth et Auguste rangeaient rapidement les documents les plus importants. La présence hostile de Catherine s'approchait de plus en plus, comme une vague d'énergie glacée traversant la nuit. « Respire profondément », instruisit Sophie, sa voix calme malgré la tension évidente. «
Imagine ton esprit comme une forteresse. Tes souvenirs, tes pensées, tout protégé par des murs invisibles. Hélène ferma les yeux, se concentrant. C'était comme si elle pouvait sentir sa conscience s'étendre, rencontrant et se fondant avec celle de Sophie. Ensemble, elles créaient quelque chose de plus grand, plus fort que la somme de leurs parties. Impressionnant, une voix féminine et glaciale coupa le silence. Catherine se tenait dans l'embrasure de la porte du chalet, ses yeux, identiques à ceux d'Hélène, brillant d'une intensité surnaturelle. Claire a bien choisi sa successeur. « Tu n'as pas besoin de faire ça, Catherine », dit Sophie, gardant sa position. « Nous savons ce que le consortium t'a fait, comment ils ont manipulé. Ton esprit depuis le début. » Un sourire sans humour courba les lèvres de Catherine. « Manipulation ? Ils m'ont libéré. Ils m'ont montré le véritable potentiel de ce que nous sommes, ce que nous pouvons devenir. » Hélène sentit la pression mentale augmenter. C'était comme si des griffes invisibles tentaient de pénétrer sa conscience. Mais la connexion avec Sophie procurait une protection inattendue. « Tu es du mauvais côté de l'histoire », poursuivit Catherine, avançant lentement. « Le projet Genèse ne concerne pas le contrôle, mais l'évolution, la prochaine étape de l'humanité. »« L'évolution forcée n'est pas l'évolution », répondit Hélène, se surprenant elle-même par la force de sa voix. « C'est de la tyrannie. » La pression mentale s'intensifia, et Hélène sentit d'autres présences se joindre à sa résistance. Souvenirs et conscience d'autres répliques, dispersées à travers le monde, toutes connectées, toutes luttant ensemble. « Claire nous a montré la vérité, » dit Sophie. « Le consortium ne crée pas une nouvelle espèce, il crée des esclaves, des personnes sans libre arbitre, connectées à une conscience collective qu'ils peuvent contrôler. » Catherine hésita un moment, quelque chose dans ses yeux vacillant. « Vous ne comprenez pas, il n'y a aucun moyen d'arrêter le processus. Maintenant, le plan est déjà en mouvement. Les stations d'eau, les réseaux de communication, il y a toujours un choix, » interrompit Hélène, sentant une nouvelle vague de souvenirs de Claire affluer en elle. « Même toi, Catherine, tu as été programmée pour être loyale au consortium, mais tu peux encore choisir. » Un tremblement parcourut le corps de Catherine. Pendant un bref instant, son masque de froideur se fissura, révélant douleur et confusion en dessous. « Ils nous ont menti à toutes, » continua Hélène, tendant une main vers Catherine. « Mais ensemble, nous pouvons réparer cela. L'antidote ne renverse pas seulement les modifications génétiques, il nous libère vraiment. » Catherine fit un pas en arrière, ses mains tremblant. « Non, vous ne comprenez pas. Si j'échoue, ils ont des moyens de punir, de contrôler. Le dispositif dans ta tête, » dit doucement Sophie. « L'implant qu'ils utilisent pour te maintenir sous contrôle. Nous pouvons le désactiver, Catherine. Claire a trouvé un moyen. » La pression mentale commença à diminuer. Catherine porta les mains à sa tête, son visage tordu dans un mélange de douleur et de révélation. « Les autres arrivent, » alerta Elisabeth depuis la fenêtre. « Nous avons moins de 2 minutes. »« Choisis maintenant, Catherine, » pressa Hélène, gardant toujours sa main tendue. « Tu peux continuer à être prisonnière du consortium, ou tu peux te joindre à nous, lutter pour la véritable liberté. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Catherine restait immobile, ses mains toujours pressées contre ses tempes, tandis que le bruit de véhicules qui s'approchaient résonnait dans la nuit. « Ils sont à toutes les sorties », informa Marc, revenant rapidement de sa vérification. « Équipe tactique du consortium, lourdement armée. » Hélène pouvait sentir le conflit interne de Catherine. C'était comme observer une bataille à travers un miroir mental. Des années de conditionnement et de contrôle luttant contre qu'un désir profond et réprimé de liberté. « L'implant » murmura Catherine, sa voix tremblante. « Ils brûlent, ils savent toujours. » Sophie sortit rapidement quelque chose de son sac, une petite boîte métallique contenant des instruments médicaux improvisés. « Nous pouvons le retirer maintenant. C'est une procédure rapide développée par Claire. » Le bruit d'hélicoptère commença à résonner au loin. Elisabeth, qui continuait à surveiller les fenêtres, se tourna vers le groupe avec urgence. « Nous devons décider maintenant. Rester ici n'est plus une option. » C'est alors qu'Hélène le sentit, une autre vague de souvenirs de Claire, plus forte que toutes les précédentes. Mais cette fois, ce n'était pas seulement des souvenirs. C'était un plan, une stratégie complète. « Le laboratoire souterrain, dit-elle, les mots coulant naturellement. Il y a un passage que le consortium ne connaît pas.
Claire l'a construit secrètement il y a des années. Catherine leva les yeux, surprise. Le tunnel derrière la cascade artificielle, celui qui se serait effondré en 1987. Exactement, confirma Sophie, un petit sourire se formant sur ses lèvres. Claire a toujours excellé à faire croire aux gens ce qu'elle voulait. Un tremblement plus fort secoua Catherine, et elle chancela. Hélène et Sophie la soutinrent, la guidant vers une chaise. « Nous n'avons pas beaucoup de temps, » dit Sophie, préparant déjà les instruments médicaux. « L'implant entre en mode de confinement. Si nous ne l'enlevons pas maintenant, faites-le. » Interrompit Catherine, sa voix soudainement ferme. « Faites-le maintenant. » Pendant que Sophie travaillait avec une précision chirurgicale, Auguste et Marc commençaient à déplacer l'étagère qui dissimulait l'entrée du tunnel secret. Elisabeth organisait rapidement les documents et équipements essentiels dans des sacs d'urgence. Hélène gardait ses mains sur les épaules de Catherine, utilisant sa connexion mentale nouvellement découverte pour aider à soulager la douleur de l'intervention. À travers ce contact, elle pouvait sentir des fragments des souvenirs de Catherine, des années d'expérience, de conditionnement, de contrôle. « C'est fait », annonça Sophie, retirant un petit dispositif ensanglanté de la base du crâne de Catherine. « Nous devons bouger. L'effet des bloqueurs mentaux ne durera pas longtemps. » Catherine se leva lentement, ses yeux maintenant différents, plus clairs, plus vivants. « Je peux sentir la différence. C'est comme se réveiller d'un très long cauchemar. »« Bienvenue dans la résistance, » dit doucement Hélène. Le groupe se déplaçait rapidement dans le tunnel secret, guidé par la faible lumière des lampes. Le son étouffé des hélicoptères et des voix au-dessus d'eux indiquait que le consortium avait commencé à fouiller la zone du chalet. Claire a construit ce passage comme une route d'évacuation spéciale, expliqua Catherine, tandis qu'ils avançaient. Sa voix était plus douce maintenant, libérée de la froideur antérieure. Elle savait qu'un jour il serait nécessaire. Hélène marchait aux côtés de Sophie, encore en train de traiter le flux constant de souvenirs et d'informations qu'elle recevait par sa connexion mentale. « Où ce tunnel nous mène-t-il ? Au véritable laboratoire de la résistance, répondit Sophie. L'endroit où Claire et les autres développent la solution finale pour empêcher le plan du consortium. » Elisabeth, qui guidait le groupe avec Marc, s'arrêta soudainement. « Écoutez. » Tous s'immobilisèrent et entendirent alors un son, à distant d'eau courante, qui devenait graduellement plus fort à mesure qu'ils avançaient. « La rivière souterraine, » dit Catherine. « Elle alimente le système de refroidissement du laboratoire principal. Claire a utilisé la force de l'eau pour générer une énergie indépendante pour les installations. » Ils continuèrent à avancer, le tunnel descendant maintenant avec une inclinaison plus prononcée. Les parois rocheuses cédèrent la place à des structures de métal et de béton, révélant une construction sophistiquée déguisée en caverne naturelle. « Le consortium n'a jamais su cela ?» demanda Auguste, observant l'infrastructure avec un œil technique. « Ils ont cherché pendant des années, » répondit Catherine, « mais Claire était brillante pour dissimuler ses traces. Les registres officiels ne montrent qu'une série de cavernes instables et inaccessibles. » Hélène sentit une nouvelle vague de souvenirs, plus nette, plus proche. « Elle est ici, » chuchota-t-elle. « Claire, je peux la sentir. C'est de plus en plus fort. » Le tunnel se termina par une porte en acier massif avec un panneau de contrôle. Biométrique à côté, Sophie s'approcha, plaçant sa main sur le scanner. « Le système nous reconnaît toutes, » expliqua-t-elle tandis que la porte commençait à s'ouvrir silencieusement. « Notre ADN est notre clé d'accès. » La vision qui se révéla laissa tout le monde momentanément sans voix. Un immense laboratoire s'étendait devant eux, occupant une gigantesque caverne naturelle. Des équipements de pointe se mêlaient harmonieusement à la structure rocheuse. Des dizaines de personnes travaillaient à différentes stations, toutes partageant le même visage. « Bienvenue au refuge », dit une voix familière derrière eux. Hélène se retourna lentement, son cœur s'accélérant. Là, debout près d'une des stations de travail, se tenait Claire. Plus âgée que sur les photographies, avec des fils argentés dans ses cheveux, mais ses yeux brillaient de la même intensité qu'Hélène voyait dans ses rêves et souvenirs, partagés. « Nous nous rencontrons enfin, Hélène, » dit Claire, affichant un sourire bienveillant. « Tu es exactement comme je savais que tu serais. » Les deux femmes s'approchèrent, et Hélène eut l'impression de regarder dans un miroir du futur. La connexion mentale entre elles
était si forte maintenant qu'elle était presque physique. Des décennies de souvenirs, de connaissances et d'émotions coulant librement. Vous arrivez à un moment crucial, poursuivit Claire, son visage prenant une expression plus sérieuse. Le consortium est sur le point d'initier la phase finale du projet Genèse. Il prévoit d'activer simultanément tous les implants et composés génétiques durant la prochaine éclipse solaire. Pourquoi pendant l'éclipse ? Demanda Hélène. Bien qu'une partie d'elles connaisse déjà la réponse grâce aux souvenirs partagés. Parce que c'est le moment où les satellites de communication du consortium seront parfaitement alignés, répondit Claire. Le signal d'activation sera transmis globalement, transformant des millions de personnes en partie de leur réseau neural contrôlé. Combien de temps avons-nous ? Demanda Auguste, sa voix tendue. Claire se tourna vers un grand moniteur qui affichait un compte à rebours. Moins de 48 heures. Mais maintenant que tu es là, Hélène, nous pouvons enfin compléter l'antidote. Tu es la pièce finale que nous attendions. Le laboratoire souterrain bouillonnait d'activité tandis que Claire guidait le groupe à travers les différentes stations de travail. Chaque section était dédiée à un aspect différent de l'antidote, de l'analyse génétique jusqu'à la planification de la distribution mondiale. « Qu'est-ce qui me rend si spécial ?» demanda Hélène, observant les autres répliques, travailler en parfaite synchronie. « Pourquoi suis-je la pièce finale ?» Claire s'arrêta devant une station de séquençage génétique. « Ton ADN a évolué d'une manière unique, alors que les autres répliques ont maintenu leur modification génétique stable. Ton code génétique a continué à s'adapter, développant naturellement une résistance au contrôle mental du consortium. » Auguste s'approcha, son visage montrant qu'il comprenait. « C'est pour cela que ma famille a tant insisté sur ce mariage. Ils ont découvert l'évolution génétique d'Hélène. » « Exactement, » confirma Claire. « Le consortium a réalisé qu'elle représentait à la fois une menace et une opportunité. S'ils parvenaient à la contrôler, ils pourraient utiliser son ADN adaptatif pour perfectionner leur propre projet. » Hélène sentit une nouvelle vague de souvenirs partagés, cette fois pas seulement de Claire, mais de toutes les autres répliques. Dans le laboratoire, c'était comme si chacune d'elles contribuait avec une pièce du puzzle. « L'antidote n'est pas seulement un remède, dit-elle, comprenant. C'est un moyen d'éveiller le même type d'évolution adaptative chez d'autres personnes. » « Oui, sourit Claire, mais nous avons besoin de ton aide pour le compléter. Ton sang contient la clé pour activer le processus d'adaptation naturelle chez les autres. » Sophie s'approcha avec une tablette, montrant une carte mondiale avec des points rouges pulsants. « Voici toutes les stations de traitement d'eau que le consortium contrôle. Pendant l'éclipse, il prévoit de libérer le composé de contrôle mental dans toutes ces stations simultanément. Mais nous avons notre propre plan, poursuivit Claire, les guidant vers une salle de contrôle centrale. Avec l'antidote complet, nous pouvons utiliser le même réseau de distribution pour neutraliser leurs composés et éveiller le potentiel adaptatif naturel chez les gens. « Et ma mère ?» demanda soudainement Hélène. « Elle doit savoir que nous sommes ici. Connaissant Marguerite, elle doit déjà avoir un plan de contingence. » Un silence tendu tomba sur le groupe. Claire échangea des regards significatifs avec les autres répliques avant de répondre. « Marguerite est plus qu'une simple scientifique du projet, dit-elle doucement. Elle est l'architecte originale du projet Genèse. C'est elle qui a développé la technologie de réplication génétique, des décennies avant que quiconque ne soupçonne que c'était possible. » La révélation frappa Hélène comme un coup physique. « Alors, tout ce temps ?» « Elle n'est pas seulement ta mère adoptive, » compléta Claire. « Marguerite est la scientifique qui nous a toutes créées, et maintenant elle est en route pour ici avec une équipe d'élite du consortium. » Catherine, qui surveillait les systèmes de sécurité, se retourna rapidement. « Nous détectons du mouvement dans les tunnels supérieurs, plusieurs équipes approchant de différentes directions. » Claire acquiesça gravement. « Alors ça commence, la bataille finale pour l'avenir de l'humanité. » Le laboratoire souterrain entra en mode d'urgence. Des lumières rouges pulsant tandis que des alarmes silencieuses alertèrent de l'approche des équipes du consortium. Claire coordonnait la réponse avec l'efficacité de quelqu'un qui s'était préparé pendant des années pour ce moment. « Lancez le protocole d'isolement », ordonna-t-elle, ses paroles résonnant à travers le système de communication interne. « Toutes les répliques à vos postes désignés. » Hélène observait, fascinée, tandis que le laboratoire se transformait. Des panneaux auparavant cachés dans les parois rocheuses glissaient,
révélant des équipements de défense non létaux, champs de force, barrières soniques, générateurs d'interférences neurales. « Le consortium n'est pas notre seul problème », dit Sophie, surveillant plusieurs écrans de contrôle. « L'éclipse commencera dans moins de 2 heures. Si nous ne parvenons pas à distribuer l'antidote avant que le signal d'activation ne soit envoyé, nous ne faillirons pas, » interrompit Claire, guidant Hélène vers une station médicale centrale. Pas après tant d'années de préparation. Catherine, qui surveillait les caméras de sécurité, se redressa soudainement. Marguerite est ici, elle est seule. Les portes de l'ascenseur principal s'ouvrirent et Marguerite émergea, élégante et imposante comme toujours, mais ses yeux révélaient une tempête intérieure. Elle s'arrêta en voyant Hélène, et pendant un moment, son masque de contrôle vacilla. « Ma création la plus parfaite, » dit-elle doucement, « ma plus grande réussite et ma plus grande déception. »« Pourquoi ?» demanda Hélène, sa voix tremblant légèrement. « Pourquoi faire tout cela? Créer des vies uniquement pour les contrôler ?» Marguerite avança lentement dans le laboratoire, le bruit de ses talons résonnant dans le silence tendu. « Tu ne comprends pas. Le monde est au bord de l'effondrement. Guerre, changement climatique, pandémie. L'humanité doit évoluer, doit s'unir sous une conscience unique coordonnée. »« Par le contrôle mental forcé ?» questionna Claire, se positionnant aux côtés d'Hélène. « En volant le libre arbitre des gens. »« Le libre arbitre ?» Marguerite rit sans humour. « Regarde ce que les gens font avec leur précieux libre arbitre. Ils se détruisent eux-mêmes. Ils détruisent la planète. Le projet Genèse ne concerne pas le contrôle. Il s'agit de salut. » Hélène sentit une vague de souvenirs et d'émotions s'écouler à travers sa connexion avec les autres répliques. Des décennies d'expérience, de vies manipulées, de rêves volés. « Tu as tort, mère, dit-elle fermement. La véritable évolution ne peut pas être forcée. Elle doit être un choix. » À ce moment, les moniteurs commencèrent à clignoter. L'éclipse commençait. Marguerite sourit, sortant un petit dispositif de sa poche. « Choix ou non, c'est fait, » dit-elle, appuyant sur un bouton. Le signal d'activation est déjà en cours de transmission. Dans quelques minutes, des millions de personnes à travers le monde seront connectées au réseau neural du consortium. Mais quelque chose d'étrange se produisit. Au lieu du chaos attendu, les répliques dans le laboratoire commencèrent à sourire. Claire s'avança, son visage montrant un mélange de triomphe et de compassion. « Tu ne réalises pas, Marguerite, » dit-elle doucement. « Pendant que tu étais occupée à essayer de nous trouver, nous avions déjà infiltré ton système de distribution. Le signal que tu viens d'envoyer transporte notre antidote. » Les yeux de Marguerite s'écarquillèrent en comprenant. Elle se tourna vers les moniteurs, où des points verts commençaient à se répandre sur la carte mondiale, chacun représentant une zone où l'antidote était distribué à travers le propre réseau du consortium. Le laboratoire souterrain vibrait d'une énergie presque palpable, tandis que les moniteurs continuaient de montrer la propagation de l'antidote à travers le réseau mondial. Marguerite observait, en silence, son empire de contrôle s'effondrant devant ses yeux. « Comment ?» murmura-t-elle finalement, sa voix contenant à peine le mélange de colère et d'admiration. « Comment avez-vous réussi ?»« De la même façon que tu nous as créés pour être extraordinaires, » répondit Hélène, s'approchant de sa mère. « Nous avons évolué, nous nous sommes adaptés, nous avons trouvé notre propre force. » Claire les rejoignit, ses yeux montrant une compassion surprenante. « L'antidote ne va pas seulement neutraliser le contrôle mental, Marguerite. Il va éveiller le potentiel naturel d'adaptation chez chaque personne, le même que tu as découvert chez Hélène. Mais sans la programmation forcée, » compléta Sophie. « Chaque individu aura la chance d'évoluer naturellement, en conservant son individualité et son libre arbitre. » Les alarmes du laboratoire se turent enfin. Sur les moniteurs, les points verts couvraient maintenant pratiquement tout le globe. L'éclipse atteignait son apogée là-haut, mais ici, en bas, une nouvelle aube commençait. Marguerite chancela légèrement, et Hélène la soutint, non plus comme une création tenant sa créatrice, mais comme une fille soutenant sa mère. « Toutes ces années, » murmura Marguerite, à essayer de sauver l'humanité par le contrôle, alors que le véritable salut résidait dans la liberté. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, » dit doucement Hélène. « Tu peux utiliser tes connaissances pour aider, pas pour contrôler. » Le bruit de pas résonna dans le laboratoire. Les équipes du consortium avaient renoncé à l'attaque, confuses et désorientées par le changement soudain dans leur système.
« Que se passe-t-il maintenant » demanda Auguste, qui était resté silencieux, observant tout. « Maintenant, répondit Claire, nous commençons le véritable travail. Aider les gens à comprendre leurs nouvelles capacités, les guider dans leur évolution naturelle. » Hélène sentit une dernière vague de souvenirs partagés, pas seulement de Claire ou des autres répliques, mais de personnes à travers le monde, commençant à s'éveiller à leurs propres possibilités uniques. « Et nous ?» demanda-t-elle, regardant toutes ses sœurs génétiques réunies dans le laboratoire. Claire sourit, un sourire vrai et plein d'espoir. « Nous continuons à être ce que nous avons toujours été destinés à être, non pas des copies ou des expériences, mais des individus uniques, connectés non par contrôle mais par choix. » L'éclipse touchait à sa fin là-haut, et avec elle une ère de manipulation et de contrôle. Un nouveau jour naissait, pas seulement pour Hélène et ses sœurs, mais pour toute l'humanité. Dans le laboratoire souterrain, entouré de ses sœurs et de la mère qui comprenait enfin la vérité,